Chers amis boursicoteurs, aujourd'hui je vous parle une nouvelle fois du CELI, cet outil financier extraordinaire mais beaucoup trop incompris par la population. J'ai bien dit une nouvelle fois parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le CELI dans lequel j'expliquais son fonctionnement et les raisons pour lesquelles ce véhicule d'investissement est trop souvent incompris et mal utilisé. Vous aurez compris que je n'y reviendrai pas dans cette vidéo, mais je vous invite fortement à aller écouter mon premier vidéo sur le sujet si votre compréhension du CELI est plutôt vague et de revenir par la suite écouter celui-ci afin de vous assurer de bien saisir ce que je m'apprête à vous expliquer dans quelques instants. Pour aller écouter le vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Ceci étant dit, je veux répéter quelque chose avant de commencer pour que ce soit bien clair. Je le répète souvent, vous allez peut-être me dire, mais vaut mieux le faire plus que pas assez. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable, je ne suis pas économiste, je ne suis pas qualifié outre que par mon expérience personnelle et mes lectures. Autrement dit, je suis un autodidacte et un average Joe. Il est donc possible que je commette des erreurs dans ce que j'avance. Évidemment, mon but, ce n'est pas de vous induire en erreur, mais on ne sait jamais, peut-être que j'ai mal interprété une phrase ou un article de loi, etc. Aussi, c'est possible que j'omette des informations qui s'avèrent importantes sans le vouloir. Bref, s'il vous plaît, ne prenez aucune décision basée sur ce vidéo et consultez les experts en la matière avant de prendre quelconque action que ce soit. J'ai aussi mis dans la description plusieurs liens menant au site de l'ARC afin que vous puissiez consulter l'information que je vous présente à la source. Quand on pense CELI, on pense compte libre d'impôt, c'est-à-dire épargner et investir à l'abri de l'impôt. La majorité du temps, c'est bel et bien le cas. Toutefois, il est possible que le fisc impose votre CELI si vous l'utilisez en dehors des balises établies par l'ARC, soit l'Agence de revenus du Canada. La question que vous devez vous poser, c'est dans quelle situation que le fisc peut imposer les placements qui se trouvent à l'intérieur de votre CELI. En fait, elles sont multiples. Je vais donc vous présenter celles qui, selon moi, sont les plus importantes à connaître afin d'éviter de faire ces erreurs et d'être imposées malgré vous. Je vais donc vous parler de l'excédent dans un CELI, des placements interdits et non admissibles et des revenus d'entreprise. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière partie, c'est la plus importante, spécifiquement si vous êtes du genre à faire de la spéculation sur séance. Le premier cas où vous pourriez être imposé dans votre CELI est assez évident. Si vous dépassez la limite de cotisation de votre CELI, on vous imposera. En fait, pour chaque mois où les cotisations dans votre CELI dépassent le montant admissible, on vous imposera sur l'excédent. L'impôt est égal à 1% de l'excédent le plus élevé dans chaque mois et s'applique jusqu'au moment où vous retirez le montant excédentaire ou jusqu'au moment où l'excédent est absorbé par de nouveaux droits de cotisation. Le site de l'ARC offre plusieurs exemples pour vous aider à mieux comprendre et je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Le premier cas était assez évident et à moins que vous soyez trop dans la lune pour assurer un suivi de vos droits de cotisation, c'est peu probable qu'une situation comme celle-ci vous arrive. Passons maintenant au deuxième cas qui, lui, est beaucoup plus complexe et nécessite qu'on s'y attarde plus longuement. Le CELI est un véhicule d'investissement ou de placement. Voyez-le comme une boîte dans laquelle on range nos placements. Or, dans cette boîte, on ne peut pas y placer ce qu'on veut. Certains placements sont acceptés alors que d'autres non. Il y a deux concepts importants à comprendre dans le cas du CELI et ce sont les placements interdits et les placements non admissibles. Comme le nom l'indique, pour ce qui est des placements interdits, c'est le genre de placement que vous ne pouvez pas ranger dans votre boîte CELI et si vous le faites, les conséquences éventuelles sont terribles. Si vous détenez un placement interdit dans votre CELI, ce placement sera imposé à 50% de sa juste valeur marchande et tout gain réalisé sur ce placement sera imposé à 100%. Ouch!
Pas besoin de vous dire que vous ne voulez pas faire l'erreur de détenir un tel placement dans votre CELI. Bon, qu'est-ce qu'un placement interdit maintenant? En fait, il s'agit d'un placement avec lequel vous êtes lié de très près et ça comprend une dette qui vous appartient, un investissement dans lequel vous détenez une participation notable, par exemple des actions de votre propre entreprise, ou un investissement dans lequel vous avez un lien de dépendance, par exemple des actions de votre entreprise familiale. Alors, les placements interdits, si ça peut s'appliquer à votre situation, il faut les éviter à tout prix au risque d'être sévèrement pénalisé. Le deuxième élément que j'ai nommé, ce sont les placements non admissibles. Qu'est-ce qu'un placement non admissible selon l'ARC? Eh bien, c'est un placement qui n'entre pas dans la catégorie des placements admissibles. Rapidement, les placements admissibles comprennent essentiellement les espèces, soit du cash, les CPG ou certificats de placement garanti, les actions cotées en bourse de valeur désignée, y compris les fonds négociés en bourse, les options, les bons de souscription, les rates ou fonds de placement en immobilier. On compte aussi les fonds de commun de placement et les obligations du gouvernement ou d'entreprise. Mais attention! Chaque catégorie de placement détient ses particularités et exceptions. Ça vaut donc la peine de fouiller un peu plus loin parce qu'en le faisant, on découvre des trucs plutôt intéressants. Évidemment, je ne vais pas vous présenter toutes les règles particulières et toutes les exceptions de tous les types de placements, mais seulement ce qui me semblait digne d'être mentionné. Une chose à savoir avant de commencer, c'est que si vous détenez un placement non admissible dans votre CELI, eh bien celui-ci va être imposé à 50% de sa valeur marchande. Pas besoin de vous dire qu'on veut éviter ça à tout prix. Premier élément, les espèces ou le cash dans un CELI. Vous pouvez détenir des devises canadiennes, bien sûr, et étrangères, comme des dollars américains, par exemple. Toutefois, les monnaies numériques, comme le Bitcoin, oubliez ça. Même chose pour les produits dérivés servant à spéculer sur les devises. Les contrats de change et compagnie, normalement, ce n'est pas admis. Deuxième élément, les actions cotées en bourse désignées. Le mot important à retenir, c'est désigné. Pourquoi? Parce qu'on peut seulement détenir dans notre CELI des actions d'entreprise qui sont cotées sur ces bourses de valeur désignées. Qu'est-ce qu'une bourse de valeur désignée? Si on se rend sur le site du ministère des Finances, on peut consulter la liste des bourses de valeur désignées en fonction des pays. Je le présente en anglais parce que les bourses sont beaucoup plus connues sous leur nom anglophone. Alors au Canada, ça comprend toutes les bourses principales, la CSE, la Bourse de Montréal, le TSX Venture. Du côté américain, on a entre autres le Nasdaq, le New York Stock Exchange et le Chicago Stock Exchange. L'élément important à retenir, c'est que vous ne pouvez pas détenir dans votre CELI des penny stocks cotés sur le marché OTC ou over the counter. Les pink sheets ne sont pas des placements admissibles dans un CELI. Alors, spéculateurs, faites attention à ce que vous placez dans votre CELI. Troisième élément que je veux vous parler, les bons de souscription ou warrants en anglais et les options. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les bons de souscription et les options, ce sont des contrats établis entre un acheteur et un vendeur qui donnent le droit et non l'obligation d'acquérir ou de vendre un actif sous-jacent. Par exemple, une action à un prix fixé à l'avance pendant un temps donné ou à une date fixe. En d'autres mots, là, acheter un warrant ou une option, c'est une genre de gageure que le prix d'une action baissera ou montera d'ici telle date. Vous payez pour avoir le droit d'acheter une action dans le futur à un prix que vous déterminez maintenant. C'est par nature spéculatif dans la mesure où on ajoute une valeur temps, contrairement à l'achat pur et simple d'actions, ce qui est à mon avis très difficilement prévisible. Quand j'achète l'action d'une entreprise, c'est certain que je m'attends à ce que le prix monte. Toutefois, je ne sais pas si le prix montera de X nombre de dollars dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Quand vous achetez des warrants et des options, c'est essentiellement ce qu'on fait. On prédit la tendance du prix
à la hausse ou à la baisse, en plus de la plage temporelle où le mouvement se produira et jusqu'à quel niveau en déterminant un prix. Bref, ce que vous devez savoir dans le cadre de cette vidéo, c'est qu'il est effectivement possible de détenir des bons de souscription et des options dans votre CELI à condition que ceux-ci vous donnent le droit d'acquérir un bien qui constitue un placement admissible. Par exemple, si vous acquérez des options sur un titre XYZ, assurez-vous que les actions XYZ sont un placement admissible et donc que les actions sont cotées sur une bourse de valeur désignée comme on vient de le voir. Par ailleurs, il faut aussi s'assurer que ce placement admissible ne soit pas non plus un placement interdit. Par exemple, si l'exécution des options vous accorde plus de 10% des parts de l'entreprise, eh bien, ça devient un placement interdit parce que vous avez maintenant une participation notable dans l'entreprise. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais il faut le savoir quand même. Pour ce qui est de la vente d'options, c'est interdit. La raison, c'est que lorsque vous vendez une option de vente ou d'achat, vous n'avez aucunement l'intention d'acquérir un bien, mais seulement de récolter la prime de vente. J'en conviens, là, tout ça peut sembler assez technique et j'ai pas l'intention de transformer cette vidéo en un cours sur les options. Retenez simplement que la vente d'options n'est généralement pas un placement admissible et ce d'une part parce que cette stratégie financière est catégorisée comme telle et d'une autre parce que les revenus tirés d'une stratégie de vente d'options s'inscrivent plus souvent qu'autrement dans le cadre de revenus d'entreprise. Et là, c'est probablement le segment le plus important du vidéo pour tous les boursicoteurs et surtout pour les traders qui sont à risque de faire cette erreur s'ils utilisent leur CELI. L'ARC proscrit l'exploitation d'une entreprise à travers le CELI. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui constitue l'exploitation d'une entreprise aux yeux de l'Agence du revenu? Plusieurs facteurs doivent être pris en considération et l'Agence présente une liste de 8 éléments sur son site Internet sur lesquels elle se base pour déterminer si votre activité d'investissement est considérée comme un revenu d'entreprise. Je vais les interpréter à ma manière parce qu'on ne donne pas d'exemple concret sur le site. Mais ne vous fiez pas aveuglément à mon interprétation car elle est potentiellement erronée. Malheureusement, les gouvernements écrivent les lois d'une manière où seuls les fiscalistes peuvent les comprendre dans leur entièreté. Premier élément de la liste, l'historique de transactions. Votre historique d'achat et de vente d'actions ou de tout placement admissible est intensif. Par exemple, vous achetez et vendez dans la même journée ou la même semaine et vous répétez fréquemment ce genre de transaction. Deuxième élément, la période de détention. C'est directement lié avec le premier élément. Si vous détenez les titres 2 minutes, 2 heures, 2 jours ou 2 semaines et que ça fait partie de votre stratégie d'investissement, vous pourriez être considéré comme un exploitant d'entreprise. Troisième élément, vos connaissances des marchés de valeurs mobilières. Si vous avez des connaissances poussées et de l'expérience dans les marchés, par exemple, vous avez déjà travaillé pour une entreprise de courtage, dans une division d'investissement d'une banque ou que vous détenez un diplôme dans le domaine de la finance, j'imagine que ça entre là-dedans. Quatrième élément, les transactions de valeurs mobilières font partie de vos activités habituelles. Lorsqu'on parle d'activités habituelles, on veut probablement dire qu'il s'agit de quelque chose de constant, de fréquent, d'ordinaire ou de courant. Cinquième élément, le temps consacré à l'étude des marchés et à la recherche d'achats éventuels. Vous passez la majeure partie de votre temps à analyser les marchés et c'est votre principale occupation. Sixième élément, le financement de vos achats. Vous faites de l'achat sur marge ou les financez par de la dette. Les septième et huitième éléments vont ensemble et c'est par rapport à la publicité. Donc, vous annoncez ou faites savoir que vous êtes prêt à acheter des valeurs mobilières et, dans le cas des actions, celles-ci sont de nature spéculative. La chose à savoir, c'est qu'un seul élément de la liste ne suffit pas pour déterminer que vos activités relèvent de la gestion d'une entreprise. Mais une combinaison de plusieurs éléments peut le faire. Alors, faisons 2 exemples rapides pour mettre en perspective les éléments mentionnés précédemment.
Vous faites de la spéculation sur séance, communément appelée day trading ou swing trading, dans votre CELI. Donc, vous faites beaucoup de transactions et conservez les titres brièvement. Vous avez étudié en finance, vous tradez de manière quotidienne et occupez une partie significative de vos journées de cette façon. Les titres dans lesquels vous investissez sont hautement spéculatifs et certains de vos achats sont financés sur marge. Finalement, lorsque vous faites un achat ou une vente, vous avez l'habitude d'en faire la promotion sur la page Reddit Wall Street Bet ou sur une autre page regroupant des traders. Ce que je viens de vous présenter, c'est un cas extrême, mais dans ce cas-ci, il est fort probable que les revenus tirés de vos activités seraient identifiés comme découlant d'une entreprise et de ce fait, vos placements seraient inéligibles au CELI. À l'opposé, vous êtes un investisseur autonome de long terme. Vous conservez vos titres dans votre CELI sur une longue période de temps et ne vendez pas à la première occasion. Vos connaissances des marchés se résument au nécessaire permettant de bien gérer le risque par rapport à vos investissements, ce qui vous permet d'investir intelligemment. Votre occupation principale ne consiste pas à monitorer vos placements et à rechercher de nouveaux investissements. Et finalement, les titres que vous détenez ne sont pas hautement spéculatifs du genre penny stock et compagnie, mais plutôt de grandes compagnies avec une capitalisation boursière importante et avec un modèle d'affaires éprouvé. Dans ce cas-ci, je ne vois pas comment les revenus de vos placements pourraient être considérés comme des revenus d'entreprise. Encore une fois, c'est mon avis personnel, ne prenez pas ça pour du cash. L'objectif que vous visez entre aussi dans l'équation, à mon avis. Le CELI, c'est un compte d'épargne. Si ce que vous faites à l'intérieur ne vise pas à gérer votre épargne en vue d'atteindre un objectif quelconque, tel qu'acheter une maison ou une voiture, planifier un voyage, ou comme dans mon cas, avoir une retraite confortable et ne pas dépendre des pensions publiques, eh bien c'est certain que le fisc va se poser des questions sur l'utilisation que vous faites du CELI. Enfin, j'espère que ce vidéo a su démystifier davantage certains aspects du compte d'épargne libre d'impôt. Partagez-le à quelqu'un à qui ça pourrait lui être utile. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.